On va accueillir deux personnes de chez Bruno qui vont venir nous parler d'une brève histoire du goût. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je voudrais vous parler d'un truc qui est assez spécial pour mon frère et moi. C'est le nom qu'on a donné à notre boîte, donc Bruno. Alors, ce nom, c'est pas juste un nom pour nous, c'est un symbole, même j'ai envie de dire un symbole de réussite. C'est un guide qui nous a aidés toutes ces années, même, je pense, depuis le début de ma vie. Donc, Bruno, c'est ce monsieur-là. Alors, le petit là, c'est moi. Pour expliquer un peu qui était Bruno, il faut savoir que c'était quelqu'un qui ne lâchait rien, jamais, qui avait une tête dure et qui savait toujours transformer les situations compliquées en une opportunité. Alors, en réalité, il n'avait pas vraiment le choix. C'était un immigré italien après la Seconde Guerre mondiale, donc il est arrivé en France de manière illégale, sans argent en poche. Donc il a fallu se battre, et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi, il a bâti une famille, il a réussi à construire des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on a envie d'incarner dans notre boîte, c'est cette énergie et c'est cette remise en question permanente qu'il a su faire pendant toute sa vie. Je ne vais pas rester 15 ans là-dessus, mais on est aussi là pour vous expliquer un peu comment on essaye de secouer le monde de la brand et du design. Et du coup, je vais passer la parole à notre directeur de création qui nous a rejoint cette année et qui a su, je pense, mieux que personne comprendre notre vision. Et aujourd'hui, voilà, il a un sujet génial qu'il va vous expliquer. Donc voilà, Pierre Janel. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? J'ai pris exprès un site. Alors, j'ai refait un petit peu un site pour éviter d'avoir des procès, mais j'ai pris exprès un site qui fait grincer des dents un peu les designers, mais qui ne dérangerait absolument pas le grand public. Ça choquerait pas du tout les proches, ça choquerait pas du tout certains clients. Mais pour les designers, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est pas forcément le genre de truc qu'on mettrait dans notre portfolio, c'est pas forcément le genre de truc qu'on mettrait en avant, etc. Pourtant, tous ceux qui s'intéressent un peu de près ou de loin au design doivent admettre qu'ils ont aimé ça. Ça, 2009, 2010, 2012, 2013, c'est cool. Le flat design était à son apogée, les typos sans sérif, le plashement, le H1, etc. Tout était bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? À quel moment ça a merdé ? À gauche, c'est le site de la toute première webcam, 1994. Elle est encore en ligne. C'est dans un quartier de San Francisco. On imagine que le site a été fait à cette époque-là. Il n'a pas bougé depuis. Et à droite, c'est le portfolio de Anthony Zukovsky, qui est un designer qui a passé un petit peu de temps chez Apple, chez Google, chez IBM, qui est maintenant chez Bass Design. On peut partir du principe que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et voilà, je ne ferai pas forcément de commentaires, mais on a l'impression que c'est un peu pareil quand même. On reprend un petit peu ses codes. Alors pourquoi Anthony Zukovsky fait le même site, en tout cas un site dans le même délire que ce site de 1994 de la toute première webcam ? Parce qu'il fait du vintage, évidemment. Le vintage, on dit que c'est entre 20 et 30 ans. Voilà, la première webcam est sortie. Ce site de la première webcam est sorti entre il y a 20 et 30 ans. Anthony Zukovsky a la manière de quelqu'un qui mettrait un vieux blouson en cuir pour aller en soirée, quelque chose d'un peu patiné, qui aurait 20 ou 30 ans, refait un site un petit peu dans ce mode-là, un site un peu patiné, on peut le dire. Donc Anthony Zukovsky fait aujourd'hui le vintage de notre époque actuelle. Qu'est-ce que sera le vintage de là maintenant ? Qu'est-ce que sera le vintage en 2030, 2035 ? À quoi ça ressemblera ? On n'a quand même pas envie que ce soit ça, mais il y a quand même de fortes chances que ça le devienne. La fin des années 90 et le début des années 2000, c'est l'arrivée du faux, de manière générale. Et ceux qui ont grandi comme moi dans les années 90 ont grandi avec le faux. La fausse nourriture, les faux appareils électroménagers. Combien de fois on a entendu nos parents se plaindre des lave-vaisselle et des frigos qui sont beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Le faux cuir, l'imitation cuir. Moi, j'avais ce cahier de texte, imitation vintage, où la couverture est imitée un petit peu comme si c'était du métal. Ça n'existait pas avant. On a créé le faux pour la première fois dans les années 90 et on a créé, pour la plupart du temps, limiter les coûts de production, des choses de moins bonne qualité. Les produits étaient moins bien. On a commencé à rajouter d'autres éléments dans les tissus. On a commencé à imiter le cuir parce que ça coûtait moins cher de le faire avec du Sky. On a commencé à mettre des aliments de moins bonne qualité. Il faut le dire, la fin des années 90, c'est aussi le faux dans le design. Et c'est aussi une période où le design est de moins bonne qualité. Le print, ça faisait 300 ans, 400 ans, je crois, qu'on jouait avec. Le print, on en connaît les limites, on en connaît les contraintes. On sait un petit peu tout faire avec le print. Le web, dans les années 90, début 2000, on découvre le pixel et on joue un petit peu avec, comme un enfant qui joue un peu avec son nouveau vélo.
Et comme un enfant qui joue un peu avec son nouveau vélo, on tombe et on fait des bêtises et on essaye de découvrir un petit peu ce nouvel outil. En 2014, en France, on a eu la chance d'avoir la réforme de la formation professionnelle, avec plusieurs éléments dans cette réforme, notamment, si vous êtes salarié dans une boîte, vous le savez, un entretien individuel fait chaque année avec votre N+1, plusieurs acquis dans la formation et ce qu'on appelle un compte professionnel de formation, un compte CPF, qui est arrivé. Donc avec un panier moyen, il me semble, de 1 400 € pour 35 millions de Français, ça fait un marché de 52 milliards d'euros qui est arrivé en 2014. Donc quasiment du jour au lendemain, 52 milliards d'euros sont disponibles sur le marché pour les boîtes qui vendent des formations qui sont achetables par le CPF. Qui dit 52 milliards d'euros dit son lot d'arnaques. L'arnaque la plus courante étant un centre de formation un peu fictif achète une formation la plupart du temps gratuite, en tout cas récupère une formation la plupart du temps gratuite sur Internet, ajoute 2-3 fioritures pour que ce soit compatible au CPF et ensuite la vend extrêmement cher à un centre de formation qu'il a lui-même créé pour ensuite démarcher au téléphone. C'est ça les 450 coups de téléphone que vous avez reçus l'année dernière pour vous parler de votre compte CPF. C'est ça, ce sont des arnaques au compte CPF. Et pour essayer de récupérer un peu ce petit pactole de 2400 $. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui? Pas forcément la réforme de 2014, je vois que ça passionne pas forcément autant de gens que moi. Ce qui est intéressant, c'est les sites qui sont créés par ces plateformes de formation. Ce sont des sites qui sont créés et détruits automatiquement parce que ce sont des pratiques qui sont répréhensibles et condamnées par l'État. Donc à chaque fois qu'un site pour vendre des fausses formations est créé, il est créé très rapidement, on imagine de manière très économique, et ensuite il est descendu par l'État. Ces sites qui sont créés à la chaîne, à quoi ils ressemblent? À ça, Cool Format Pro est un site d'une formation qui a dû rester environ 2 semaines sur Internet pour vendre ses fausses formations et ensuite être descendu par l'État français qui lutte contre les bandits. À quoi ressemble ce site et pourquoi il ressemble à ça? Il ressemble à ça parce que c'est la manière la plus simple et la plus rapide de s'habiller comme le reste du web. C'est le pull jean basket d'Internet. Le logo, la petite icône à gauche, tout va bien, le CTA en haut à droite, on le retrouve au milieu, même taille, même couleur, le H1 qui est bien mis, police sans sérif, le pack d'illustration flat design qu'on a soit acheté 8 $ sur iStock, soit carrément gratos sur d'autres plateformes. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de faire un site internet. Et c'est vraiment le jean pull basket si on veut se déguiser en site internet aujourd'hui très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que pour les autres sites de formation, la différenciation par rapport à ces sites-là, elle est non seulement nécessaire en termes de goût, elle est nécessaire en termes de crédibilité. C'est-à-dire, ce sont des arnaqueurs, ces sites-là. Donc, pour les autres comptes de formation, il ne faut absolument pas ressembler à ça. Donc, on a une nécessité de design de non seulement se démarquer d'une certaine forme de goût, c'est quand même un peu chum maintenant, c'est un peu daté, mais aussi une forme de crédibilité, parce que les gens qui font ça sont des sites de mauvaise qualité par rapport à leurs produits. Est-ce que quelque chose, ça donne le sentiment du coup que ça ne reviendrait pas à la mode, puisque non seulement on n'aime pas ça en termes de design, mais en plus, qualitativement, ça véhicule quelque chose de mauvaise qualité. Est-ce que quelque chose de mauvaise qualité est déjà revenu à la mode? C'est ça la question qu'on peut se poser maintenant. Au XVIIe siècle, dans le sud de la France, on essaye de copier un tissu italien, souvent utilisé pour les voiles de bateau et les pantalons de marin, donc un truc assez quali qui résiste à l'eau et à tous les intempéries. On essaye, on n'y arrive pas beaucoup, mais on finit par faire quelque chose d'assez ressemblant en armure de serge. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de couture, mais c'est un système de couture très résistant. Et on l'utilise donc pour les marins dans le sud de la France. Ça s'appelle le sergé de Nîmes au début, et à la fin ça s'appelle juste le de Nîmes, et à la fin ça s'appelle le jean. Le jean a été créé, ensuite Lévi-Strauss le colle sur les mineurs californiens, et ça devient le jean, et ça devient ensuite une icône de pop culture qu'on connaît. Un jean, c'est quali, à la base. C'est pour ça que ça a été créé. Un jean, c'est un tissu résistant à l'eau, au vent, aux intempéries, au sol. C'est la raison pour laquelle on a créé un jean, c'est que ça dure dans le temps. On l'a dit tout à l'heure, la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est l'année du faux. Et donc, on a vu évidemment le faux jean. Et ceux qui ont grandi dans les années 90 et qui ont porté des jeans comme moi au collège, vos jeans n'étaient pas de bonne qualité. Je suis au regret de vous le dire. C'était des jeans avec du spandex, avec de l'élastane, avec tout un tas de choses pour le rendre plus confortable ou pour flinguer tout simplement les coûts de production, évidemment. Aujourd'hui, on retrouve maintenant une culture du jean de qualité. On voit des marques comme Bonne Gueule, Bali-Bari, Cézanne, etc., qui essayent de ramener un petit peu cette notion de jean de qualité. Donc on se dit que finalement, les jeans des années 90, maintenant ils sont dans le désert du Chili, ils ne dérangent plus personne, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va revenir à la mode. Malheureusement, si certaines personnes se sont déjà baladées devant un collège ou devant un lycée, en ce moment, actuellement, ils remettent des jeans des années 90. Et c'est ça qui est formidable, c'est que non seulement ça dérange en termes de style, éventuellement ceux qui ne sont plus dans cette idée de masse,
mais en plus, qualitativement, ce sont des jeans de mauvaise qualité qui se déchirent, etc. Donc ils reviennent à cette notion-là. Est-ce qu'un jour on va revenir à ce style? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est ça la question. On n'a vraiment pas envie de le faire. On n'a vraiment pas envie de revenir à ce style comme une mode et comme un jean de mauvaise qualité auquel on reviendrait. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver de ce genre de style? Le web, maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'on joue avec. C'est pas les 400 ans du print, mais c'est pas mal quand même. On n'a plus besoin de roulettes sur notre vélo. Maintenant, on peut essayer de pousser un peu les limites. On peut essayer d'abandonner peut-être ces codes auxquels on tient vraiment, parce que c'est peut-être ce genre de choses qui va nous permettre de créer de la nouveauté en termes de design. C'est quoi le plus intéressant pour un designer? Faire du neutre. Neutre, c'est chiant, c'est pour ça que c'est du neutre. Faire de la tendance, c'est bien, c'est risqué. Faire de la tendance, le jour où vous sortez votre case study, c'est déjà potentiellement plus tendance. Faire ce qui sera tendance, ça c'est intéressant. Pepsi change son branding tous les 10 ans en essayant de faire ce qui sera tendance. C'est extrêmement risqué aussi, c'est pas forcément le plaisir de l'intemporel qu'on fait. Faire de l'unique, faire de l'intemporel, ça c'est amusant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Deezer. Je reviens. Faire de l'unique, faire de l'intemporel, ça a une chance de rester parce que ça ne sera jamais tendance. Et c'est ça qui est amusant, et c'est ça aujourd'hui ce qu'on essaye de faire chez Bruno, essayer de pousser les limites des styles et des tendances pour essayer de sortir de ce cycle dans lequel on ne veut pas revenir pour faire de l'unique et faire de l'intemporel. Merci beaucoup et bonne soirée.